Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on a retrouvé Thomas Binet sur Sud Radio. On parle de votre argent. On parle de quoi précisément aujourd'hui? Je vais vous parler du département le moins cher de France pour acquérir un bien immobilier. Notre invité ensuite, Pierre Noisat, président de Pemium. On va parler crypto-monnaie. Est-ce une bonne façon d'investir son argent? Et on terminera avec notre expert immobilier Bernard Cadot qui va nous parler de crédit et d'assurance emprunteur. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors cette semaine, Thomas, vous allez nous dire quel est le département le moins cher de France si on souhaite devenir propriétaire. La Creuse, Jean-Marie. Bah oui, c'est beau en plus. Le prix moyen du mètre carré est de 913 € selon la FNAIM, là où la moyenne française est à 2469 € du mètre carré. Ça fait un sacré gap quand même. On imagine bien que tout est en rapport. Il n'est pas faux, mais on peut même dire qu'il est vrai que le revenu disponible par habitant dans la Creuse est le plus faible de France. Ce département est assez mal desservi et avec une économie basée sur l'agriculture et l'artisanat. Même si depuis quelques années, quand même, le tourisme vert commence à s'installer et la présence autour des 20% de maisons secondaires. Mais alors, quel type de bien est proposé dans le département? Alors, on y trouve des appartements, mais principalement des maisons individuelles. Il y a moins de 100 000 logements recensés dans la Creuse, dont 64% de résidences principales. Mais il y a surtout 16% de logements vacants, laissant ainsi un potentiel de biens non négligeable. Absolument. Et qu'est-ce qu'on peut s'offrir en fait dans la Creuse? Allez, je vais prendre un exemple, Jean-Marie. Un couple au SMIC qui signe un prêt sur 20 ans peut emprunter entre 130 et 150 000 €, pour autant qu'il n'ait pas d'autres crédits évidemment en cours. Du coup, il peut trouver des maisons autour des 140 mètres carrés à rafraîchir entre 100 et 130 000 €. Avec un petit terrain sympathique tout autour. En plus, c'est très bon le gâteau creusois. Vous savez, cette espèce de financier à la noisette. Allez, tout de suite, mon cher Thomas, on accueille votre invité. Oui, on va recevoir Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Ça a été créé en 2011. Pemium est une plateforme d'échange de Bitcoin comptant plus de 230 000 clients. Bonjour Pierre Noisat. Bonjour Thomas. C'est quoi la différence? On va commencer par les basiques. C'est quoi la différence entre crypto-monnaie et Bitcoin? Alors, Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. C'est vrai que ça a donné naissance après à beaucoup de variants, je dirais, fondées sur la même invention, mais l'invention d'origine, c'est Bitcoin. Aujourd'hui, ce qui les distingue principalement, ces autres monnaies de Bitcoin, c'est qu'elles sont sur un protocole de consensus qu'on appelle preuve d'enjeu. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous avez de coins, plus vous pouvez valider, plus vous pouvez participer à la sécurité du réseau. Alors que sur Bitcoin, on parle d'une puissance de calcul qu'il faut contribuer pour sécuriser le réseau. Donc, c'est deux approches très différentes. Je dirais que dans le cas de la preuve d'enjeu, on est plus sur un réseau social. Dans le cas de Bitcoin, on est plus sur une infrastructure de paiement sécurisée. Donc, c'est deux approches en fait assez différentes. Alors, on va s'intéresser à la crypto-monnaie. Comment ça fonctionne concrètement pour quelqu'un qui nous écoute ce dimanche matin? Alors, Bitcoin, c'est une infrastructure de paiement, je dirais, décentralisée. Donc, si vous pensez Visa, Mastercard, imaginez Visa, Mastercard sans un PDG, sans une société autour, un peu comme Internet. Internet fonctionne, je le rappelle, sans qu'il y ait un PDG d'Internet. Ça prouve que des infrastructures décentralisées comme ça peuvent fonctionner. Et c'est ce que fait Bitcoin depuis plus de 10 ans maintenant. Une infrastructure, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous pensez à un pont, vous payez pas forcément pour passer le pont. Par contre, imaginez qu'il y a un pass pour utiliser ce pont. Chaque Bitcoin est en fait un pass pour utiliser l'infrastructure Bitcoin, exactement comme si vous aviez un pass pour utiliser un pont. Donc la valeur des Bitcoins, ça vient pas de cash flow comme dans le cas d'une action ou d'autres actifs financiers. Ça vient du fait que vous avez un droit d'usage sur cette infrastructure. Donc c'est assez différent, mais je pense que la valeur, que tout le monde pense au pont et avec un pass pour passer le pont, tout le monde réalise que ça a une valeur. Donc c'est le cas de Bitcoin. Pierre Noisat, quand on va sur votre site Pemium, votre promesse est forte. Acheter des bitcoins et des crypto-monnaies à partir de 1 €. Très concrètement, c'est ce que vous écrivez sur votre site. Est-ce à dire que c'est ouvert à tout type d'investisseurs, en fait? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, les gens voient Bitcoin comme un actif risqué, ce qui n'est pas faux, puisqu'il peut varier de 15-20%. Tout investissement est risqué, déjà. Voilà. Mais disons qu'il y a un niveau de volatilité assez élevé, plus élevé peut-être sur Bitcoin que sur d'autres actifs. Mais pour autant, tous ceux qui connaissent un peu l'investissement me disent, moi je suis plutôt un ingénieur, je ne suis pas un financier à l'origine, mais ils me disent, en fait, le risque, ça ne définit pas si vous devez ou pas investir, ça définit le montant que vous devez investir. Donc cette distinction est fondamentale. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez de l'épargne,
investissez quelques pourcents de votre épargne dans Bitcoin pour au moins être exposé à Bitcoin et à son potentiel de croissance. N'investissez pas tout, c'est sûr, mais investissez au moins un pourcentage. Moi, je le qualifierais entre 1 et 10%, suivant votre quantité d'épargne. Pourquoi les banques sont frileuses à conseiller ça ? Elles protègent leur modèle ? Alors oui, elles protègent leur modèle parce que, figurez-vous, vous le savez, les paiements, c'est un fromage extrêmement juteux. C'est juteux, juteux, on peut dire. Ouais. Ce fromage, c'est pas le bon mot, mais c'est un fromage. Voilà. Donc c'est 2000 milliards par an qui sont collectés par les banques dans le monde pour réaliser des paiements, c'est-à-dire transférer de la valeur. Et Bitcoin arrive là-dedans avec une infrastructure quasi gratuite. En fait, vous divisez les coûts de transaction. On a fait les calculs avec quelques spécialistes du paiement, que moi-même je viens de ce secteur. On a fait les calculs. Une transaction, dans ce cas-là, le coût de la transaction pourrait être divisé par 10. Donc on passerait, si vous voulez, de ces 2000 milliards à peut-être de 200 milliards. Donc le coût pour la société serait extrêmement réduit. Et évidemment, les banques ne voient pas ça forcément d'un bon oeil, puisque pour eux, c'est des marges et un train de vie, je dirais, qui est assuré aujourd'hui. Alors, dans le même temps, pardon, mais les banques disent aussi qu'il y a un risque plus important là-dessus que sur d'autres types de placements. Alors, moi, j'ai tendance à vous poser une question simple. C'est quoi les risques ? Concrètement ? Alors, les risques, comme on le disait tout à l'heure, ça définit pas le fait d'investir ou pas, ça définit le montant que vous devez investir. Après, le risque que vous avez, c'est un risque de volatilité, un risque de change, je dirais. Mais ce qu'on observe quand même depuis 15 ans, qu'on a une cotation en gros depuis 2010-2011, ce qu'on observe, c'est une croissance tendancielle extrêmement forte. Donc, la volatilité, ça joue sur un jour ou deux, mais la tendance de long terme, c'est la croissance, puisque aujourd'hui, on est encore au tout début de l'adoption. Un peu comme Internet, si vous voulez, ça a mis en gros 20 à 30 ans à s'établir, à donner naissance au web, à toutes ces applications. Bitcoin a 15 ans d'existence, en gros, donc on n'est pas encore au bout de l'adoption. Je pense qu'il y a encore 5 à 10 ans avant que ça devienne vraiment mainstream, je dirais, grand public, adapté pour le grand public. Donc aujourd'hui, si vous rentrez aujourd'hui sur cette valeur, je pense qu'il y a quand même un potentiel de croissance très important. Un ultime conseil, en un mot, pour investir sur le Bitcoin, il faut faire attention à quoi ? Alors, le conseil, ce serait d'investir non pas en une fois, mais plutôt au fil de l'eau, c'est-à-dire mettre un petit peu chaque mois, peut-être 10, 100 euros, fonction de votre capacité d'épargne, plus si vous avez plus de moyens, mais encore une fois, entre 1 et 10% de votre épargne, et faire ça plutôt chaque mois ou chaque semaine plutôt qu'en une fois, parce que pour vous protéger contre ce phénomène de volatilité dont je parlais, qui fait que vous pouvez acheter au mauvais moment, donc c'est plus sûr d'investir en lissant son investissement sur une durée longue. Merci à vous. Et merci à vous. Je rappelle, Pierre Noisa, que vous êtes le président fondateur de Paymium. À bientôt sur Sud Radio. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et notre expert du jour, Thomas, c'est Bernard Cadot, consultant en immobilier. Alors aujourd'hui, avec Bernard, vous nous parlez de crédit et assurance emprunteur. Et on va même parler de la renégociation du crédit. Avec Bernard, il fut une époque où la renégociation de crédit ne faisait pas partie des possibilités proposées aux emprunteurs. Cela a bien changé, Bernard ? Oui, alors c'est vrai que c'était impossible avant, et puis c'est entré dans les mœurs et les habitudes des clients. Alors il faut remonter aux années 80, au cours desquelles fut pratiqué le crédit progressif. Vous empruntiez à 8% par exemple pour finir à 12 ou plus. À cette pratique délétère et mortifère ont succédé les taux fixes. Immédiatement, les victimes des taux progressifs ont renégocié leur crédit. Depuis, chaque acquéreur peut légitimement s'interroger. Est-ce que c'est le bon moment pour renégocier mon crédit ? Alors, une fois dit ça, comment on s'y prend, justement ? Renégocier son taux de crédit, ce n'est pas automatique et la banque peut le refuser. Il s'agit avant tout d'une négociation. Si c'est avant la souscription du crédit, il faut veiller à inscrire une clause de remboursement anticipé sans frais. Elle permettra d'éviter toute pénalité en cas de revente avant le terme de crédit ou de rachat du prêt par une autre banque. C'est le plus souvent prévu, mais il est toujours utile de lire toutes les lignes de son contrat. Et si la renégociation, Bernard, est envisagée en cours de crédit, ça se passe comment ? On en revient à une discussion avec la banque qui n'est pas obligée d'accepter. On estime toutefois que la baisse de taux doit être au minimum de 1 point pour être rentable. Les récentes baisses de taux sont trop faibles pour justifier une telle démarche. Il faut également considérer le nombre d'années restant à courir. Plus vous serez proche du terme du contrat, et moins ce sera intéressant car le banquier aura déjà prélevé tout ou partie des intérêts. Alors on va s'intéresser à l'assurance emprunteur, c'est votre deuxième point. C'est plus récent, mais c'est tout aussi intéressant pour le client ? Oui, alors rappelons d'abord que l'assurance n'est pas obligatoire, mais elle est le plus souvent exigée par la banque.
Elle prend en charge notamment totalement ou partiellement les mensualités du prêt en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité permanente, de perte totale ou irréversible d'autonomie ou de décès. Vous pouvez également souscrire une assurance perte d'emploi qui, elle aussi, est facultative. Regardez attentivement votre contrat de prêt. Vous y trouverez le taux de crédit hors assurance et le taux effectif global ou TEG. Bonne nouvelle, depuis le 1er septembre 2022, l'emprunteur peut à tout moment changer d'assurance, à condition bien sûr que le nouveau contrat couvre les mêmes risques que le contrat d'origine. La prime mensuelle d'assurance peut paraître faible, mais calculée sur la durée totale du crédit, ce sont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Allez Bernard, l'ultime conseil de notre expert du jour. Soyez attentifs à tous ces paramètres le plus tôt possible afin d'optimiser toute renégociation. Évidemment, ça c'est très important. Merci à vous Bernard Cadot. Merci à vous également Thomas Vinet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir.